Bonjour tout le monde. Voilà, asseyez-vous, prenez place. Aujourd'hui, on va entamer un nouveau chapitre. C'est celui qui parle de moments cinétiques. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment neuf, qu'on n'a pas encore vu jusqu'à présent, et qui va nous amener à décrire assez rapidement et assez simplement le mouvement des planètes. Alors, jusqu'à présent, on a vu des systèmes qui étaient formés de points matériels, et puis on trouve facilement des cas où une description avec un point matériel, elle est insuffisante. Et je vous donne juste un exemple. C'est si je prends cette roue qui est sur un axe vertical, ce que je peux faire, c'est appliquer, alors j'imagine que l'axe il est fixe, et ce que je peux faire, c'est appliquer une force qui va dans ce sens-là sur ce côté de la roue, une force qui va de l'autre côté et qui est opposée, qui est égale en intensité à la force que j'ai avec la main droite. Et ce qui va se passer, c'est que si j'applique la loi de Newton, elle me dit que la dérivée de la quantité de mouvement de la roue, elle va aller comme la somme des forces, et donc l'équation de Newton me dit que la dérivée de la quantité de mouvement de cette roue devrait être égale à 0. Or, on voit qu'on induit un mouvement dans la roue, ce qui est manifestement quelque chose qu'on n'arrive pas à décrire si on a un seul point matériel. Et donc, ça veut dire qu'on est obligé de chercher à étendre la description pour pouvoir inclure et décrire des phénomènes de rotation en particulier. Alors les phénomènes de rotation, ça peut être la rotation d'un solide autour d'un axe, mais ça peut être aussi la rotation d'un point autour d'un autre point. Et donc, vous voyez que ce que j'ai fait dans cette expérience toute simple, j'ai considéré qu'on avait un point fixe ici et j'ai appliqué une certaine force. Je constate aussi que si la force, je l'avais appliquée dans la direction de l'axe, je ne serais pas arrivé à engendrer de mouvement. Et donc, on se rend compte que dans ce type de problème, le point d'application de la force, il a de l'importance. Et c'est ce qu'on va commencer à décrire en introduisant le moment d'une force par rapport à un point de quelconque, un point qu'on appelle O. Et donc, ce qu'on va voir, c'est que le moment de la force, c'est ce qui engendre une rotation. Alors, on va le décrire, je vais l'introduire. Ensuite de ça, on va introduire une quantité qui est nouvelle, qu'on appelle le moment cinétique d'un point matériel par rapport à un point haut. Donc pour l'instant, on va encore rester avec une description en point matériel. Et on va introduire cette grandeur. Je vous dis tout de suite que ça, c'est l'équivalent, donc le moment cinétique, c'est l'équivalent de la quantité de mouvement, mais pour des phénomènes de rotation. Et ensuite de ça, donc ce truc-là, c'est l'équivalent de la quantité de mouvement. C'est pas la quantité de mouvement, on est bien d'accord, hein, c'est l'équivalent. Et ensuite de ça, on va très rapidement, avec l'aide de l'outil que nous avons, c'est-à-dire les mathématiques, on va déterminer un théorème qu'on va appeler le théorème du moment cinétique, qui est extrêmement important. Je dirais que c'est à peu près la deuxième loi la plus importante qu'on voit dans ce cours. Donc c'est quelque chose qui est très important. Et ce théorème, c'est l'équivalent de l'équation de Newton. Donc de la seconde loi de la dynamique. Donc ça, on va arriver à le déterminer, on va arriver à dériver ces lois assez rapidement, c'est pas ça qui prend du temps. Mais ensuite de ça, on va se concentrer sur un type de mouvement particulier qu'on va appeler le mouvement central, qui est décrit par le fait que la somme des forces est toujours dirigée vers un point qui est fixe. Donc dans ce cas-là,
Vous avez déjà vu des types de mouvements qui ressemblent à ça, comme par exemple le mouvement circulaire uniforme. C'est un mouvement qui est central parce que la force, la résultante des forces qui est subie par un point qui est en mouvement circulaire uniforme, elle est toujours dirigée vers le centre du cercle. Ensuite de ça, on va voir trois propriétés extrêmement intéressantes des mouvements centraux. On va parler de la vitesse aérolaire qu'on va définir et on va voir que cette vitesse aérolaire qu'on va appeler C, c'est une constante. On va arriver à déduire très très simplement que si un mouvement est central, eh bien alors il se fait dans un plan. Et finalement, ce qu'on va faire encore aujourd'hui, c'est qu'on va écrire une formule qu'on appelle la formule de Binet, qui est quelque chose dont la signification, dont l'intérêt n'est pas tout à fait direct. C'est quelque chose qui relie l'accélération radiale, qui dépend évidemment de la position et qui dépend elle-même de l'angle. Si on se place en coordonnées polaires ou bien cylindriques, et on va voir qu'on peut relier l'accélération radiale à la vitesse aérolaire C. Et tout ça, ces mouvements radiaux, ça va nous amener par la suite à décrire le mouvement des planètes. C'est le but final, hein. Et vous verrez que décrire le mouvement des planètes, c'est mathématiquement quelque chose qui demande un petit peu de travail. C'est vraiment pas simple. Mais une fois qu'on est arrivé au Graal et qu'on a déterminé que le mouvement des planètes ne dépend que de deux grandeurs qui sont constantes, eh bien, finalement, ça devient extrêmement simple. Le chemin est compliqué, je vous l'accorde, mais le résultat est assez simple. Voilà. Donc alors ce qu'on va faire pour commencer, c'est définir le moment d'une force par rapport à un point O du référentiel. Et ce moment, c'est simplement le produit vectoriel entre le rayon vecteur qui relie le point O au point P qui nous intéresse. P, c'est notre point matériel. Et donc ce vecteur est le premier élément de notre produit vectoriel. Et le deuxième élément, c'est la force qui agit sur le point matériel. Alors ce que vous voyez ici, c'est que j'ai représenté les deux vecteurs, j'ai représenté le plan dans lequel ces deux vecteurs se trouvent, c'est celui qui est ici, ça c'est un plan qui contient à la fois R et F, et si vous vous rappelez bien, on avait défini le produit vectoriel de la manière suivante, on l'écrit de cette manière, et ce qu'on avait vu, c'était que l'amplitude du moment, l'amplitude du résultat du produit vectoriel, c'était égal au produit des normes des deux vecteurs, donc ici ce serait OP fois la norme de F, multiplié par l'angle qu'il y avait entre les deux vecteurs. Alors si je regarde bien, on avait encore d'autres propriétés. C'était que donc, ici on a l'angle θ qui est entre les deux vecteurs. Vous voyez que c'est le même angle que celui qui est ici. Vous voyez que le produit vectoriel, il est perpendiculaire aux deux vecteurs par construction. C'est-à-dire qu'ici on a un angle droit, ici on a un angle droit. Et puis la grandeur OP fois sinus de θ fois F, c'est rien d'autre que la surface du parallélépipède qui est formée par les deux vecteurs. Donc la surface que je viens de dessiner, elle est égale à la norme du produit vectoriel entre les deux. Ça, c'est un rappel pour l'instant. Je note encore que, évidemment, on peut faire ça par rapport à n'importe quel point du référentiel. Donc c'est vous qui choisirez quand vous appliquerez des moments par rapport à quel point vous voulez faire le calcul. Et puis, encore une chose, c'est que le vecteur M0, MO, il n'est pas lié.
Qu'est-ce que j'entends par pas lié? C'est-à-dire que c'est un vecteur que j'aurais pu représenter ici aussi, par exemple. D'accord? Ce n'est pas un vecteur qui a un point d'application, contrairement par exemple à la force qui a un point d'application qui est notre point matériel. Et donc dans ce sens-là, le vecteur MO n'est pas lié. Voilà. Pour décrire encore un petit peu ce que c'est que le moment d'une force, eh bien, je prends un cas tout particulier. Imaginez que vous avez une clé à molette, que vous voulez serrer un boulon sur une tige filetée qui serait perpendiculaire au tableau. Eh bien, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre votre clé autour du boulon et vous allez appliquer une force que je dessine en toute généralité comme ceci, sur la clé, de manière à engendrer une rotation du boulon. D'accord ? Et vous allez appliquer cette force à un certain endroit. Alors, si je regarde bien ce que je viens de vous montrer, que je réécris la formule, hein, donc le moment de la force que vous exercez, il va aller comme la norme du vecteur OP fois la norme de la force fois le sinus θ. Vous voyez que et donc j'ai représenté ces vecteurs ici. Vous voyez que finalement, ce qui compte, si je regarde, je peux regarder ce terme. F sinus θ, c'est la composante de la force qui est perpendiculaire au rayon vecteur. D'accord ? Si je prends F et que je multiplie par le sinus θ, ça revient à projeter F sur ce vecteur vertical. Et vous voyez que ce que j'ai appelé ici F perpendiculaire, la composante perpendiculaire de la force, eh bien, sa norme est égale à F fois sinus θ. Ça, c'est égal à F fois sinus θ. Et donc, vous voyez que le moment que j'exercerais serait exactement le même si j'exerçais la force de manière différente, avec des angles différents. Vous voyez que si au lieu d'exercer la force comme ceci, j'exerçais une force comme cela, voire même comme ceci, eh bien, la composante perpendiculaire de la force par rapport au vecteur OP serait toujours la même et le moment serait toujours le même. Ce moment, je vous rappelle que c'est donc la surface du rectangle que je viens de dessiner. J'aurais pu dessiner les choses différemment aussi. Vous voyez que, alors j'efface tout, au lieu de prendre F fois sinus θ, j'aurais pu me dire M c'est OP fois sinus θ fois F. Puis si je regarde le OP fois sinus θ, eh bien vous voyez que si je prends OP et puis que je le multiplie par sinus θ, c'est comme si je je projetais le vecteur OP sur une droite qui serait perpendiculaire à la force. D'accord ? Alors, vous voyez que ce que je viens de dessiner ici, c'est rien d'autre que OP fois sinus θ. Et donc, de manière tout à fait équivalente, ce qui compte ici, c'est la composante du rayon vecteur qui est perpendiculaire à la direction de la force pour estimer le moment. Ce qu'on voit aussi, c'est que comme le moment il est proportionnel à la norme de OP et qu'il est proportionnel à la norme de la force, eh bien si j'appliquais ma force tout près du point tout près de la tige filetée, eh bien le moment de la force serait naturellement plus petit et on se rend compte que j'aurais plus de peine à visser le boulon. D'accord ?
De même que on voit que si mon but est toujours de serrer le boulon et que j'applique une force qui est dans cette direction ou dans la direction opposée, donc qui va vers le point O par rapport auquel je veux estimer le moment, eh bien le moment sera égal à 0 et vous vous rendez compte que vous serez incapable d'engendrer une rotation de votre boulon. Donc ça c'est quelque chose qui vous donne une idée de ce que c'est que le mouvement de la force. Un autre truc aussi, c'est que si vous regardez, vous voyez que si j'applique une force dans la direction que j'ai dessinée, si je regarde le rayon vecteur OP, donc le point O, il est là, hein, ça c'est le point O. Le rayon vecteur, il est comme ça, la force, elle est comme ça. Donc le moment de la force, il rentre dans le tableau. Donc ça, c'est un moment qui rentre dans le tableau. Et puis vous voyez que si le moment il rentre dans le tableau, si je fais comme ça, je vais engendrer une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre. Et engendrer une rotation qui est comme ça. Au contraire, si j'appliquais une force vers le haut, eh bien, ça changerait la direction du moment parce que j'aurais une force dans cette direction, un rayon vecteur toujours dans la même direction, une force qui serait dirigée vers le haut, et à ce moment-là, le moment, mon majeur, il sortirait du tableau, et donc, si le moment sort du tableau, je vais le représenter comme ça. Mais vous voyez qu'on va engendrer une rotation qui sera dans le sens différent. Et donc, on peut associer la direction du moment au sens de rotation en imaginant que c'est exactement comme si on avait un boulon, comme si on avait une vis. Et donc un moment qui vient vers moi, un moment qui vient vers moi, ce sera comme si je dévisse. Un moment qui rentre dans le tableau, ce sera comme si je visse. Ça, c'est un petit truc pour vous rappeler la direction. Alors, après avoir défini le moment d'une force qui va engendrer une rotation, j'aimerais définir une autre quantité qui est très importante, qu'on va appeler le moment cinétique, qui se définit de la même manière. C'est aussi un produit vectoriel, mais au lieu que ce soit le produit vectoriel entre le rayon vecteur et puis la force, ce sera le produit vectoriel entre le rayon vecteur et la quantité de mouvement de notre point matériel. Vous voyez ? Et donc j'ai repris exactement la même figure. On a un point O de notre référentiel, on a un point matériel qui a une certaine vitesse, une certaine quantité de mouvement, et puis le moment cinétique, c'est le produit vectoriel entre le rayon vecteur et la quantité de mouvement. Vous voyez que ça se définit presque de la même manière, et comme dans le cas du moment, comme dans le moment d'une force, eh bien le moment cinétique il n'est pas lié, il dépend pas, il n'y a pas de point d'application. Donc c'est exactement la même chose. Vous voyez que la seule différence, c'est vraiment qu'au lieu d'avoir un F, on a un P. Okay, la quantité de mouvement. Et est-ce que vous vous rappelez ce qui relie la force à la quantité de mouvement? C'est la seconde loi de Newton qui vous dit que la force, c'est la dérivée de la quantité de mouvement. Et en utilisant un tout petit peu de mathématiques, je peux tout de suite, très simplement, introduire ce qu'on appelle le théorème du moment cinétique qui va relier le moment d'une force au moment cinétique, ou plus précisément à sa dérivée. Alors je vous donne le théorème comme ceci. Je vous dis que donc on considère comme jusqu'à présent un point matériel qui subit une certaine force et qui a une certaine quantité de mouvement.
Et ce que je prétends, c'est que la dérivée du moment cinétique de mon point matériel par rapport à un point O, et j'insiste maintenant que le point de O doit être fixe dans le référentiel, mais cette dérivée temporelle, cette variation du moment cinétique, elle est égale au moment des forces. Donc ce que je dis, c'est que si j'applique une force, son effet va être de faire varier le moment cinétique de mon point matériel par rapport à un point du référentiel par rapport auquel je calcule le moment. Alors, comment est-ce que je vais faire pour démontrer ceci? Vous voyez que la démonstration, elle tient sur une ligne. Après, je vais simplement réécrire la dérivée du vecteur moment cinétique que je viens de définir. Donc, je viens de définir le moment cinétique comme ceci. Et donc, ce que je vais devoir faire, c'est prendre sa dérivée, faire porter la dérivation sur les deux termes qui apparaissent dans le produit vectoriel. Et vous voyez que le premier terme, donc quand je vais faire porter la dérivée là-dessus, ça va me donner un dOP sur dt multiplié vectoriellement par la vitesse. Et vous voyez que la dérivée temporelle du vecteur OP, c'est rien d'autre que la vitesse. Et donc mon premier terme là, c'est juste la vitesse multipliée vectoriellement par la vitesse. Ces deux vecteurs, comme sont les mêmes, ils sont parallèles, et donc leur produit vectoriel est égal à 0. Donc le premier terme de la dérivée du moment cinétique est égal à 0. Et vous voyez que pour trouver le second terme, eh bien, je vais devoir faire porter la dérivée sur le second terme de mon produit vectoriel, et je vais obtenir OP multiplié vectoriellement par la dérivée de la quantité de mouvement. Et la dérivée de la quantité de mouvement, eh bien, tout naturellement, c'est quelque chose qu'on connaît, puisque à travers la seconde loi de Newton, vous voyez que donc la seconde loi de Newton, elle vous dit que dP sur dt est égal à la somme des forces extérieures. Et je peux donc écrire que le deuxième terme, c'est rien d'autre que le produit vectoriel entre le rayon vecteur et la force que nous avons défini comme le moment de la force exercée sur le point P par rapport au point O. Et donc on vient de démontrer ce théorème extrêmement important, qui s'écrit de manière très simple, et qu'on va utiliser. Donc cette loi, elle est à peu près aussi importante, elle est, je dirais même exactement aussi importante que F est égal à MA, et donc c'est une loi qu'il faut connaître. Voilà. Alors, Maintenant, je vais peut-être faire une petite expérience pour vous montrer comment est-ce que le fait d'exercer un moment et le fait d'exercer ce moment par rapport à un point O vous permet d'engendrer des mouvements. Oui, monsieur. Il vient d'où le M dans la formule de la démonstration, pardon. Celui-là Non, celui-là Oui. Eh bien, c'est simplement que la quantité de mouvement, P, c'est égal à la masse fois la vitesse. D'accord ? Donc, si je remplace ce P, celui-là, par la masse fois la vitesse, je peux sortir la masse du produit et je le retrouve ici. D'accord ? Alors, on va faire une petite expérience que je vais illustrer. Je vais peut-être faire d'abord l'expérience devant vous. Alors, j'ai une bobine ici avec un fil. Et puis, il faut que j'aille quelque part, là par exemple. Ouais. Voilà. Vous voyez que j'ai un système dans lequel je peux appliquer une force sur un fil, je peux le tirer, et puis ce fil, en changeant l'angle qu'il fait par rapport à l'horizontale, eh bien, vous voyez que je peux engendrer un mouvement qui est soit dans cette direction, soit je peux faire revenir la bobine vers moi.
Vous voyez que c'est un truc qui a l'air de rien comme ça. Je le fais encore une fois parce que c'est rigolo. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour faire ce truc? Vous pouvez venir à la pause essayer, hein, vous verrez, c'est tout simple. C'est un peu surprenant. Et la question qu'on se pose, mais qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, la seule chose qu'on a fait, c'est de changer l'angle par rapport auquel on applique la force sur le fil, et on a en fait changé la direction du moment de la force par rapport au point fixe de notre système. Le point fixe de notre système, c'était le point de contact entre la roue et le sol. Et vous voyez que je peux décrire ici les deux situations, parce que ça c'était la première situation. À droite, c'était la première situation, je tenais le fil relativement verticalement, et à gauche, c'était la situation lorsque la bobine était éloignée et qu'elle revenait vers moi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que, donc ici, dans les deux cas, j'appliquais une force qui était comme ceci, et puis le point par rapport auquel j'appliquais la force, pardon, le point par rapport auquel je veux calculer le mouvement, eh bien, il était un petit peu différent. Vous voyez que la force, je l'appliquais à ce point-là. Et maintenant, si je calcule le moment de la force par rapport à un point que j'appelle O, le point de contact, vous voyez que le rayon vecteur entre le point de référence O et le point d'application de la force, je l'écris comme ceci, et vous voyez que le rayon vecteur, il est un petit peu différent dans la seconde situation. Et qu'est-ce qui change? Vous voyez que dans le premier cas, si je fais le produit vectoriel entre le vecteur R et la force F, alors je dois toujours le faire en faisant en sorte que j'arrive à le faire. Hein. Donc je vais prendre le vecteur pardon. Je prends le vecteur R comme ça, je prends la force comme ça, et donc le moment que j'exerçais sur le système par rapport au point O, il était dirigé vers il rentrait dans le tableau. Donc vous voyez que dans la situation de gauche, on a que R produit vectoriel avec F, c'est quelque chose qui rentrait dans le tableau. Et donc, le moment de la force par rapport au point O, il rentrait aussi dans le tableau. Finalement, la dérivée par le théorème du moment cinétique par rapport au point O, c'était aussi quelque chose qui rentrait dans le tableau. Et donc, à travers ce qu'on a ici, vous voyez que si on a un moment qui rentre dans le tableau, eh bien, c'est comme on engendre un mouvement qui est comme celui d'une vis qu'on est en train de visser, et donc on engendre un mouvement qui est dans ce sens-là, et donc on fait déplacer le rouleau dans la direction vers la droite, c'est-à-dire vers l'arrière. C'est ça qui explique que le rouleau se rapprochait de moi. D'accord ? Donc le rouleau se rapproche. Dans le cas qui est situé à droite, la situation elle est différente. Pourquoi? Parce que si je fais maintenant le produit vectoriel entre R et F, alors si je veux essayer de le faire, vous voyez que dans le premier cas, je l'ai fait comme ça. Si j'essaye de le faire aussi de cette manière, vous voyez que je devrais croiser mon index et mon pouce. Alors ce que je fais, c'est que pour pouvoir faire le produit vectoriel, je prends R comme ça, je prends F comme ça, j'arrive à le faire, et vous voyez que le moment de la force par rapport au point O, il est maintenant dirigé vers l'extérieur du tableau. Et donc je peux écrire que le moment de
le moment de la force, c'est quelque chose qui sort du tableau. D'accord ? Ça sort du tableau, et donc la dérivée du moment cinétique par rapport au temps, c'est aussi quelque chose qui sort du tableau, et donc c'est comme si je dévissais, c'est comme si je me mettais dans l'autre sens et que je vissais dans l'autre sens, et donc j'induis une rotation qui est dans ce sens-là, et donc ça explique que le rouleau s'éloigne de moi. Voilà. Alors il y a encore une autre petite expérience qu'on pourrait faire, mais je n'ai pas le matériel ici, donc je ne vais pas la faire, peu importe. De toute façon, elle est beaucoup moins intéressante. Et j'en viens maintenant à définir ce qu'on appelle un mouvement central. Un mouvement central, alors c'est une définition que je vous donne, c'est un mouvement tel que l'accélération ou la résultante des forces qui agissent sur le point matériel qu'on considère est toujours dirigée vers le même point. Et donc je l'ai fait ici, j'ai dessiné un cas totalement quelconque. Hein. Vous voyez que je prends un point matériel qui suit une trajectoire qui est dessinée en bleu. Et puis, si l'accélération que subit ce point matériel au cours du temps, elle est toujours dirigée vers ce point haut, vous voyez que c'est ce que j'ai fait. Alors en fonction de la courbure de la trajectoire, vous voyez que j'ai ici une accélération qui sera formellement dans cette direction, et que si la trajectoire elle est incurvée dans l'autre sens, eh bien l'accélération sera de l'autre côté de la trajectoire. Mais vous voyez que j'ai fait en sorte que toutes ces flèches soient toujours dirigées vers le point haut, et ça me définit ce qu'on appelle un mouvement central. Donc en d'autres termes, l'accélération à n'importe quel temps t, elle est toujours parallèle au vecteur position de notre point matériel. D'accord ? Et évidemment, pour l'instant, j'ai encore fait aucune hypothèse sur la nature de la force. Dans le cas particulier qu'on voit ici, je ne sais pas du tout quelle force pourrait créer une accélération qui serait comme ceci, une trajectoire qui serait comme cela. Pour l'instant, j'ai encore rien fait. Mais vous voyez que des mouvements centraux, eh bien, je peux vous donner un exemple très simple. C'est celui du mouvement circulaire uniforme. Alors, vous voyez sur les télévisions, on a une table sur coussin d'air. Et puis, vous voyez que ça, c'est un mouvement circulaire uniforme. C'est un mouvement qui est central. Pourquoi ? Parce que comme on a une trajectoire qui est circulaire, eh bien l'accélération, elle est toujours dirigée vers ce point-là. D'accord ? Et puis, du reste, je referai cette expérience après en vous montrant que si je change la nature de la force, eh bien, le moment cinétique il est conservé. Ça va se traduire par une accélération une augmentation de la vitesse angulaire du palais. On va le voir tout à l'heure. Donc ça, c'était un exemple très simple de mouvement central. Un mouvement central qui est peut-être un petit peu plus compliqué, c'est celui d'une planète autour du Soleil. Alors, si on fait l'hypothèse que le Soleil est beaucoup plus lourd que les planètes qui tournent autour, ce qui est une hypothèse qui est tout à fait vérifiée, eh bien, on peut considérer que le Soleil a une position fixe et que les planètes tournent autour de ce point fixe. Et on va voir que comme la force qui détermine l'interaction entre les planètes et le Soleil, c'est la force de gravitation qui relie les centres des deux planètes, et bien à ce moment-là, on a aussi un mouvement qui est central.
Ce mouvement, il serait aussi central si la condition que la masse du Soleil est bien plus élevée que celle de la planète n'était pas vraie. Si on avait deux planètes qui avaient des masses qui étaient plus ou moins égales tournées autour de l'autre, on aurait toujours un mouvement central, sauf que le centre de ce mouvement, ce ne serait pas le centre d'une des deux planètes, ce serait le centre de masse entre les deux planètes. Mais ce serait toujours valable. Voilà, alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se concentrer sur des mouvements qui sont centraux et se dire, on va voir que si on a des mouvements qui sont centraux, on peut en tirer des propriétés du mouvement qui sont très intéressantes. Et ces propriétés, on les utilisera directement pour définir le mouvement des planètes. Donc ce que je fais maintenant, c'est l'hypothèse qu'on a un mouvement qui est central. Donc je prends un point matériel et je me dis, voilà, il est sujet à un mouvement central. Et je vais montrer que le moment cinétique de cet objet qui subit un mouvement central, il est constant. Donc en d'autres termes, si je regarde bien ce vecteur, ça c'est OP cross la quantité de mouvement, c'est égal au moment cinétique par rapport au point O. Je prétends que c'est une constante. Alors comment est-ce qu'on fait pour montrer qu'une grandeur est constante? Eh bien on essaie de la dériver par rapport au temps et on montre que la dérivée est égale à 0. Et vous voyez que si je dérive le moment cinétique par rapport au temps, là j'ai oublié un facteur m, mais ça n'a pas d'importance, il se simplifie. Vous voyez que je vais faire la même chose qu'avant, je vais devoir faire porter la dérivée d'abord sur le premier terme, j'aurai donc dOP sur dt multiplié scalairement par la vitesse. Ici, comme on a la vitesse, eh bien, le premier terme va naturellement s'annuler. OK. Donc ce terme-là, celui-là, il va être égal à 0. Et puis le deuxième terme, ce sera OP multiplié par la dérivée de la vitesse par rapport au temps. La dérivée de la vitesse par rapport au temps, c'est l'accélération. Et qu'est-ce qu'on vient de voir, quelle est l'hypothèse qu'on vient de faire en disant qu'on a un mouvement central? Eh bien, on a dit que le rayon vecteur OP de notre point matériel, il est toujours parallèle à l'accélération. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire donc que comme OP il est parallèle à A, eh bien ce terme-là, il est égal à 0. Et donc j'ai montré que si on a un mouvement qui est central, eh bien le moment cinétique est une constante du mouvement. Alors je vais reprendre la petite expérience que je viens de faire. Et vous voyez que ce que je vais faire, c'est rajouter une composante au mouvement. Vous voyez que ici j'ai un fil qui me permet de changer la distance, qui me permet de changer le rayon auquel se trouve le palais qui va glisser sur la table à air. Et vous voyez qu'en tirant sur ce fil, ce que je vais faire, c'est que je vais changer la force qui relie le point au centre. Je vais changer l'accélération, mais je ne vais pas changer le moment cinétique. D'accord ? Et donc, on va le voir tout de suite. Donc si je dis que le moment cinétique de ce système, il doit être conservé, ça veut dire que lorsque le système sera à une distance qui est plus petite, comme le moment cinétique c'est le rayon fois la vitesse, si je diminue le rayon, la vitesse, elle doit changer. Et on va voir que si je diminue, vous voyez que le système se met à tourner plus vite. Et donc le contraire se produit lorsque je relâche le système. On a quand même un petit peu de frottement. Mais vous voyez qu'on a bien vérifié que
on avait un moment cinétique qui était constant. Ça, c'est une première propriété. Donc, si un mouvement est central, le moment cinétique, il est constant. Et puis, une deuxième chose, un corollaire de cette propriété, c'est que si on a un mouvement qui est central, eh bien, ce mouvement se fera dans un plan. Alors, comment est-ce qu'on va montrer qu'on a un mouvement qui se fait dans un plan? On vient de montrer que le moment cinétique est une constante du mouvement, et donc vous voyez que si j'écris le moment cinétique à l'instant t, c'est le rayon vecteur à l'instant t multiplié par la vitesse à l'instant t. Ça doit être égal au moment cinétique à l'instant 0, qui est rien d'autre que le rayon vecteur à l'instant 0 multiplié par la vitesse à l'instant 0. Et ce que je vais faire, c'est à gauche et à droite multiplier scalairement par le rayon vecteur à l'instant t. J'ai le droit de faire ça. Hein. Et vous voyez que ce que j'ai à gauche, j'ai le produit scalaire entre un vecteur et un autre vecteur qui est perpendiculaire au premier. Vous voyez que ce terme, ça c'est perpendiculaire au vecteur OP, de par la définition du produit vectoriel. Ça, c'est le vecteur OP, il est évidemment dans la direction du vecteur OP, et si je fais donc le produit scalaire entre les deux, je vais obtenir 0. Donc, dans le terme de gauche de mon équation, j'ai quelque chose qui est égal à 0. J'en tire donc que le terme de droite doit aussi être égal à 0, ce qui fait que le vecteur OP pris à n'importe quel instant t, il doit être perpendiculaire à ce vecteur moment cinétique évalué à l'instant t égale à 0. Ça, c'est le moment, ce que j'ai dessiné là, ce que j'ai pris là. Ça, c'est le moment cinétique évalué à l'instant t égale à 0. Je le dessine ici en vert. Et vous voyez que ça veut dire que le vecteur position du point matériel, à n'importe quel moment de l'évolution, il sera perpendiculaire à ce vecteur. Et ça ne peut se faire que si le point matériel, il évolue dans le plan qui est perpendiculaire au moment cinétique, et donc dans le plan qui est défini par le rayon vecteur qu'on avait à l'instant t0 et la vitesse qu'on avait à l'instant t égale à 0. Et donc vous voyez que, je vous le réponds tout de suite, vous voyez qu'avec une considération très très simple, purement géométrique et vectorielle, on arrive à montrer que si un mouvement il a une accélération centrale, eh bien ce mouvement sera dans un plan. D'accord? Oui? Je ne comprends pas pourquoi on peut écrire que OP0 cross B0 égale L à 0 à l'instant 0 cross B. Ouh là là. Première ligne. Oui, vous avez raison, j'ai écrit n'importe quoi. Voilà. Ouais. Ça, c'est le moment cinétique à l'instant 0. Tout à fait. Ouais. Et on va faire une pause maintenant et on reprendra dans un quart d'heure avec une propriété qui est aussi très intéressante.
merci de regagner vos places. Voilà, merci. Donc on vient de voir deux propriétés très intéressantes du mouvement central. On vient de voir que si l'accélération elle est toujours dirigée vers le même point de l'espace, eh bien, le moment cinétique du point matériel qui subit la force, l'accélération, est une constante du mouvement. On vient aussi de voir que le mouvement que va décrire notre point matériel se fera dans un plan. Et puis, un second corollaire de ce qu'on vient de voir, c'est que ce qu'on va appeler la vitesse aérolaire, c'est aussi une constante du mouvement qu'on va appeler C. Alors avant de montrer que c'est une constante du mouvement, eh bien, il faut d'abord la définir. Et ce que j'appelle la vitesse aérolaire, c'est la surface qui est balayée par le rayon vecteur de notre point matériel entre deux instants t et t plus delta t. Alors, vous voyez que c'est un petit peu compliqué, mais ce que j'ai fait, c'est que je représentais aussi la trajectoire d'un point matériel. J'ai représenté le point O. Et puis, vous voyez que si je prends le vecteur OP, ce vecteur, que je prends le vecteur, donc ça je le prends à l'instant t, si je le prends à l'instant t plus delta t, vous voyez que ça me définit une sorte de triangle si delta t est suffisamment petit, et ce triangle il a une certaine R. Cette R je l'appelle delta A0. Et ce que je vais appeler la vitesse aérolaire, c'est la dérivée de cette grandeur qui dépend évidemment qui dépend évidemment du temps, parce que vous voyez que si je vais à t plus 2 delta t, on sera quelque part par là, et donc l'air elle aura varié de manière différente. Donc le delta A0 c'est une fonction du temps. Et si je prends la limite pour un delta t qui tend vers 0, je définis ce qu'on appelle la vitesse aérolaire. Donc là, dans ce truc, ça c'est la trajectoire de P, évidemment. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est démontrer aussi très simplement avec des outils mathématiques et vectoriels que cette vitesse aérolaire, dans un mouvement central, c'est une constante du mouvement. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, vous voyez que le triangle, là, je vais déjà pouvoir le dédoubler. J'ai envie de le transformer en un parallélogramme, parce que ce parallélogramme, je connais des propriétés par rapport à lui. Et vous voyez que je prends ce triangle, je le mets dans l'autre sens, vous voyez, et puis je le colle de l'autre côté, ce qui fait qu'à partir de mon premier triangle, j'ai défini un parallélogramme. Quels sont les côtés de ce parallélogramme? Eh bien, il y a le vecteur OP à l'instant t, et puis dans la limite où delta t est petit, comme la vitesse est tangente à la trajectoire, eh bien, ce vecteur ici, je peux l'écrire comme donc la distance que le point matériel il aura parcouru pendant l'intervalle de temps delta t, ce sera v fois delta t. La vitesse, elle est parallèle à la trajectoire, je vous appelle. Et puis, l'autre chose qu'il faut se rappeler, c'est que lorsque je fais le produit vectoriel entre deux vecteurs et que je regarde la norme de ce produit vectoriel, c'est égal à l'aire du parallélogramme qui est formé par les deux vecteurs. Donc, si je prends le vecteur A, le vecteur B comme ceci, eh bien, si je prends cette aire-là, elle est égale au produit vectoriel entre
A et B. Et donc vous voyez que je viens de construire un parallélogramme. Les côtés de ces parallélogrammes, je les connais tous les deux. D'accord ? Et si je prends maintenant le produit vectoriel entre OP à l'instant t et le vecteur V fois delta t, eh bien, je vais obtenir l'aire de ce parallélogramme, dont je rappelle qu'elle est 2 fois l'aire qui nous intéressait à la base. D'accord ? Et donc, j'en déduis que 2 fois l'aire de mon triangle, c'est la norme de OP fois vectoriellement V delta t. Et vous voyez que en divisant par delta t, ce delta t, je le fais passer à droite en bas, eh bien que j'aurai que 2 fois delta A0 sur delta t, qui est dans la limite où delta t tend vers 0 la vitesse aérolaire que je viens de définir, eh bien j'obtiens que la vitesse aérolaire, c'est 1/2 fois OP cross V. Et OP cross V a un facteur de masse près, donc c'est égal au moment cinétique. D'accord ? Et comme le moment cinétique est constant, ça veut dire que notre vitesse aérolaire, elle est également constante. Et vous voyez que en 2 lignes, pour ceux qui ont l'habitude, qui ont déjà vu les lois de Kepler, on vient de démontrer la deuxième loi de Kepler de manière extrêmement simple. On a déjà aussi démontré la première loi de Kepler, non pas encore la première loi, non, ça viendra plus tard. Voilà. Donc là aussi, c'est une chose qui est importante qu'on va devoir retenir. La vitesse aérolaire, elle est constante. Et puis on va même lui donner un nom. Alors, qu'est-ce que je déduis du fait que la vitesse aérolaire, elle est constante ? Ça, c'est purement mathématique. Vous voyez que ce que je peux faire, c'est en déduire une propriété sur une relation qu'on a entre R et la grandeur θ point. Comment est-ce que je fais ça ? Alors, vous voyez que ce que je vais faire, c'est tout naturellement me placer en coordonnées cylindriques ou en coordonnées polaires, puisqu'on a un mouvement qui est plan. Et je vais vous rappeler le vecteur position, la manière dont on l'écrit en coordonnées polaires. Vous vous rappelez que c'est R simplement fois le vecteur ER. Et puis, si vous vous rappelez bien, ou si vous ouvrez votre formulaire, vous verrez que le vecteur vitesse en coordonnées polaires, il s'écrit comme R point dans la direction ER et R θ point dans la direction Eθ. Et donc, ce que je vais faire maintenant, c'est faire le produit vectoriel entre le vecteur R et le vecteur V. On aura R cross V, quelque chose qui nous rappelle là aussi à un facteur de masse près le moment cinétique. Vous voyez que si j'applique donc que le moment cinétique est constant, je peux dire que ça veut dire en fait que R multiplié vectoriellement par m fois v est une constante, donc R multiplié vectoriellement par v est une constante. Je fais le produit vectoriel, donc j'ai ici le vecteur R, ça c'est le vecteur V, et lorsque je fais le produit vectoriel, vous voyez que je vais avoir un terme qui s'annule, c'est celui-ci, donc j'aurai ici un R fois R point multiplié par ER fois ER qui est égal à 0, puisque ER fois ER c'est égal à 0, et il va me rester un terme qui sera en R fois θ point, qui donc ça fera R carré θ point,
multiplié encore par le produit scalaire entre r et θ, et en coordonnées polaires, le vecteur si l'origine est ici, le vecteur r il est comme ça, le vecteur θ il est comme ça, et donc on a un vecteur qui est perpendiculaire à la fois à r et θ, ce serait le vecteur qu'on appellerait EZ en coordonnées cylindriques. Et donc, comme le moment cinétique est une constante, eh bien j'en tire que cette grandeur r fois θ point, elle est aussi constante. Et vous voyez, si je reviens à la slide précédente, j'arrivais à établir une relation entre la vitesse aérolaire et puis le moment cinétique. Et vous voyez que je fais exactement ce, je réutilise cette égalité, et ça me permet donc de dire que r carré fois θ point, c'est égal à 2 fois la vitesse aérolaire. C'est ce qu'on a, pardon, c'est ce qu'on voit là. Et donc j'en tire que r carré fois θ point, ce θ point qui est un peu mystérieux pour l'instant, eh bien, ce sera une constante que je vais appeler C, qu'on appelle la constante des airs. Donc je vous rappelle juste pour la forme que dans la description qu'on a, on a un point O, on va dire c'est notre centre, c'est le centre de notre mouvement central, et puis on décrit la position de notre point P, point matériel P, par un vecteur R et un angle θ. Le vecteur ER, il est comme ceci, et le vecteur Eθ, il est perpendiculaire au vecteur ER. D'accord ? Pour bien replacer les choses. Alors, et en plus de ça, ce que je peux dire tout de suite, voyez que si je reviens un petit peu en arrière, vous voyez que la vitesse aérolaire, je peux aussi l'écrire comme toute la surface qui est couverte par la trajectoire divisée par le temps qu'il faut pour que la trajectoire, pour que le point revienne à la même place. On va voir par la suite qu'on a des trajectoires qui sont fermées. On va voir que c'est des ellipses. Cette ellipse, elle a une certaine surface. Le point matériel, il tourne autour de son centre d'attraction et il revient au même endroit en un temps t. C'est la période du mouvement. Pour la Terre autour du Soleil, ce serait une année, 365 jours. Et la vitesse aérolaire, c'est également donc A, c'est aussi la surface de notre ellipse divisée par la période de révolution du point matériel autour de l'ellipse. Voilà. Alors c'est là maintenant que ça va se compliquer un petit peu. Et ce que je vais dire, c'est que je vais montrer un corollaire de ce qu'on vient de voir tout d'abord, puis la formule de Binet. Le premier corollaire, c'est quelque chose qui me permet de remplacer dans la forme de l'accélération, dans la partie radiale de l'accélération, le terme qui est en r θ point. Vous voyez que je vais dire ici que l'accélération radiale, dans un mouvement central, elle va comme la dérivée seconde de r moins ce c carré sur r cube qu'on vient de voir. Alors ça, c'est pas trop compliqué. Pourquoi ? Parce que ce qu'on vient de voir avant, c'est que r carré fois θ point, c'est quelque chose qu'on a appelé c, la constante des airs. Donc vous voyez que c'est ce qu'on a ici. Et vous voyez que si je prends maintenant la forme de l'accélération radiale, si je la sors de mon formulaire, vous voyez que j'ai ce terme ici en r fois θ point carré, c'est pas r carré θ point, c'est r fois θ point carré. Mais vous voyez que je peux facilement remplacer. Pourquoi ? Parce que ce que je peux dire, c'est que... Oh merde.
R à la puissance 4 fois θ point carré, c'est égal à C carré. J'ai simplement pris le carré de l'équation qui était au-dessus. Et si je divise par R cube maintenant, je peux dire que R fois θ point carré, c'est égal à C carré sur R cube. Et vous voyez que ce terme-là, ce R θ point carré, c'est rien d'autre que celui qui apparaît dans l'accélération radiale. Je peux donc le remplacer et je trouve donc que l'accélération radiale, elle vaut R point point moins C carré sur R cube. Alors là aussi, c'est quelque chose là vous n'êtes pas obligé de le mémoriser. Je pense que ça vaut la peine de refaire les calculs chez vous parce que la méthode elle est un petit peu compliquée. Maintenant, ce qu'il faudra savoir, c'est utiliser les résultats. Alors, deuxième corollaire de ce que je viens de dire, je viens déjà de vous le dire. Si on a un mouvement qui est central, qui est périodique, qui couvre une certaine RS en un certain temps t, la période, eh bien la vitesse aérolaire c'est simplement 2 fois, la constante des airs, c'est simplement 2 fois la surface couverte par notre trajectoire divisée par la période de révolution. Ça c'est exactement ce qu'on a vu avant. Alors maintenant, on va, pour terminer ce petit chapitre, avant de commencer vraiment le mouvement des planètes, on va établir une relation qui est ce qu'on appelle la formule de Binet et qui permet d'exprimer l'accélération radiale. Pourquoi est-ce que l'accélération radiale, elle m'embête? Enfin, elle m'embête pas. Pourquoi est-ce que je m'occupe de l'accélération radiale? C'est parce que plus tard, quand je vais écrire l'équation de Newton d'un système, d'une planète qui tourne autour du Soleil, eh bien, la seule force qui rentrera en compte, ce sera la force qui sera selon ER. C'est pour ça que l'accélération radiale, c'est le truc qui m'intéresse, c'est pour ça que je travaille dessus en ce moment. C'est du travail préparatoire que je fais, mais ce que je vais faire, c'est établir une formule qui me relie l'accélération radiale à la position, R en fonction de θ, et à la constante des airs. Alors, ça semble peut-être un petit peu tomber du ciel, enfin c'est le cas de le dire, hein, mais ce qui est important, c'est que historiquement, on arrive à mesurer, et c'est ce qui a été fait donc historiquement en premier, on arrive à mesurer cette grandeur, on arrive à mesurer la position des planètes, si on arrive à mesurer leur position, on arrive à mesurer la constante des airs aussi, parce qu'on arrive à décrire la trajectoire. Par contre, mesurer à l'œil nu l'accélération que subit une planète, Vénus ou quoi, c'est quelque chose qui est impossible. Et donc, si j'arrive à trouver une relation entre des grandeurs qui sont mesurables et une grandeur que j'arrive pas à mesurer, eh bien, ça va être extrêmement intéressant. Je vais pouvoir remplacer l'accélération radiale dans l'équation de Newton par des grandeurs qui sont historiquement mesurables. Et c'est ce qui a été fait historiquement. Et donc, ce que je vais faire pour établir cette formule, c'est faire l'hypothèse que le vecteur R en fonction de l'angle θ et la constante des airs sont connus. Et puis, je vais essayer d'exprimer l'accélération radiale. L'accélération radiale, on vient de voir qu'elle s'écrit de cette manière, donc R point moins C carré sur R cube. Et donc, si je connais R en fonction de θ, ce que je vais devoir faire, c'est dériver 2 fois R pour arriver à exprimer R point. D'accord ? Donc si je prends R de θ et que je veux calculer le R point, comme R est une fonction de θ, je vais devoir calculer dr sur dθ et multiplier par dθ sur dt. C'est ce que je fais juste à cet endroit. Vous voyez que pour trouver R point, je dérive d'abord R par rapport à
c'est la dérivation d'une fonction composée, pardon. Donc je dérive d'abord r par rapport à θ, puis je dérive θ par rapport au temps. Et vous voyez que ce que je peux faire à cet endroit, c'est remplacer le dθ sur dt, donc θ point, à travers sa dépendance de la constante des airs. Pourquoi? Parce que ce qu'on a vu aussi avant, donc c'était où ça? On a vu que C c'était égal à 2R θ point. Voilà, c'était ça. Si je reprends ceci, je peux exprimer ce θ point comme C sur R carré. Ce θ point égale C sur R carré, c'est celui que je remplace ici. Et donc je dois garder encore le dr sur dt, mais vous voyez que j'ai maintenant un terme en 1 sur r carré dr sur dθ qui apparaît. Et là j'utilise encore mes notions de mathématiques pour dire que moins 1 sur r carré, c'est la dérivée de 1 sur r. Et donc tout ce terme-là, je peux l'écrire comme moins d sur dθ de 1 sur r. Et donc finalement je suis arrivé à exprimer ma dérivée de r par rapport au temps. Je vais appliquer la même procédure pour calculer le r point. Et donc je vais devoir dériver ce que j'ai trouvé juste au-dessus une nouvelle fois par rapport au temps. Donc si je dérive dr point par rapport au temps, ça va me donner dr point sur dθ, et je vais devoir encore le multiplier par dθ sur dt que je connais aussi, que je pourrais remplacer par c sur r carré. Et donc on vient de voir que si je dérive ce dr point sur dθ, le r point je le connais, et donc je vais encore devoir une fois dériver ce terme par rapport à θ. Ça va me donner un moins c fois d sur carré sur dθ carré de 1 sur r. D'accord? Donc ce terme-là, c'est celui-là, et puis le dθ sur dt, comme avant, je vais le remplacer par ce c sur r carré. Et vous voyez que je peux maintenant mettre en évidence le c et le 1 sur r carré, et je trouve que la dérivée seconde de la position du vecteur r, qui était ce que je cherchais, eh bien je peux l'écrire comme moins c carré sur r carré fois d carré sur dθ carré de 1 sur r. Et donc maintenant ce que je fais, c'est que je remplace ce terme-là dans l'accélération pour obtenir que je vais pouvoir mettre un c sur r carré en évidence, et j'obtiens que l'accélération radiale, c'est moins c carré sur r carré fois une fonction qui va comme d carré sur dθ carré de 1 sur r plus 1 sur r. Alors cette formule, elle ressemble à pas grand-chose. Vous voyez que c'est... Alors, il faut avoir l'œil exercé pour voir des choses qui pourraient être intéressantes. Et ceux d'entre vous qui ont l'œil exercé, ils verront peut-être déjà que, vous voyez que ici, on a la dérivée seconde d'une grandeur, qui est 1 sur r, plus cette grandeur qui vaut quelque chose. Alors, quel est le type d'équation dans lequel on a déjà vu une relation entre la dérivée seconde d'une grandeur et la grandeur, une équation différentielle? Je ne vais pas vous faire l'affront de vous dire ce que c'est, mais je vous mets sur... j'espère que ce que je viens de vous dire vous a mis sur la piste. Qu'est-ce que j'ai entendu? C'est la harmonie. Oui, exactement.
Exactement, ce sera, et donc vous voyez qu'on a quelque chose ici qui nous rappelle l'oscillateur harmonique, et on va dans nos calculs finalement tomber sur une équation qui sera celle de l'oscillateur harmonique. Voilà, alors je suis un peu désolé d'avoir fait toutes ces mathématiques, d'avoir montré toutes ces propriétés. C'est des propriétés qui sont importantes et qui vont nous permettre de décrire le mouvement des planètes. C'est quelque chose que je vais entamer tout de suite. Alors il faut que... Voilà. En fait, les outils qu'on vient de développer, ils vont nous permettre de trouver de manière pas trop compliquée, je dirais, le mouvement des planètes autour du Soleil. Mais avant de faire ceci, alors si on était arrivé à la fin d'une heure, eh bien, je commencerai ce chapitre par un rappel de ce qu'on vient de voir. Je vais quand même le faire. Et puis, je pense qu'il y a une chose qui est assez intéressante, c'est de mettre en opposition la démarche historique qui a permis de démontrer la manière dont les planètes orbitent autour du Soleil et la démarche qu'on va aborder ici. C'est deux démarches qui sont diamétralement opposées, et je pense que c'est intéressant de le remarquer. Alors ce que nous on va faire, c'est qu'on va s'attacher à montrer que les planètes autour du Soleil ont une trajectoire elliptique. Et puis ce qui est intéressant, ce qu'on va d'abord faire, c'est étudier un petit peu les ellipses. Et ce qu'on va montrer, ça ce sera aussi une partie mathématique un petit peu embêtante, c'est que si je prends les grandeurs R, donc la distance entre le foyer et le point d'une ellipse en fonction de l'angle, eh bien, je peux décrire l'ellipse à l'aide de deux paramètres. Il y a deux paramètres que vous connaissez peut-être. Vous connaissez peut-être l'équation d'une ellipse en coordonnées cartésiennes qui dépend de deux paramètres qu'on appelle le demi-grand axe et le demi-petit axe qui s'appelle qu'on note A et B. Mais la description qui va nous intéresser ici, ce sera une description avec deux autres paramètres qu'on appelle l'excentricité, E, et puis un paramètre qu'on appelle P, dont je ne connais pas le nom. Alors, ce que on va faire pour décrire le mouvement central en 1 sur R carré, donc maintenant on va faire l'hypothèse qu'on connaît l'accélération en fonction qu'on connaît la forme de l'accélération, et on fera l'hypothèse qu'on a une accélération, une force qui va comme 1 sur R carré. Ça, c'est la force de gravitation, c'est quelque chose qu'on avait déjà introduit, et on se rappelle qu'elle avait une dépendance quadratique en 1 sur R. Ensuite de ça, on va écrire les équations du mouvement, et puis avec un petit peu de travail, on va montrer que ces équations du mouvement, on arrive à les résoudre à celles d'un oscillateur harmonique, en faisant des changements de variables bien sentis. Et après ça, on discutera les solutions de cette équation de l'oscillateur harmonique. Finalement, et ça ce sera certainement pas pour cette heure, ce sera pour la semaine prochaine, on discutera aussi de la conservation de l'énergie. Donc vous voyez que si on a un mouvement central, que la force elle est gravifique, eh bien on a vu que la force de gravitation elle dérive d'un potentiel, et donc dans le système de planètes qui tournent autour du Soleil, on a quelque chose où l'énergie mécanique elle est conservée. On va voir comment on peut traduire ça et comment on peut trouver aussi des manières de décrire le mouvement de manière élégante. On le fera à travers la description d'un potentiel effectif, qui n'est pas tout à fait le potentiel gravifique, mais qui a une forme qui nous permet de représenter les trajectoires dans un espace, dans l'espace R point.
de manière très simple. Et puis finalement, la dernière chose qu'on fera, ce sera démontrer les lois de Kepler, mais vous verrez que ça, ce sera fait en approximativement 5 minutes. Alors que Kepler l'a fait en une bonne vingtaine d'années. Donc, voilà. Donc je vous passe la description du système solaire où on a 9 planètes. Chaque planète, enfin il y a des planètes qui ont des lunes. Il y a beaucoup plus d'objets qui sont en rotation autour du système solaire que ce qu'on pense. Il y en a une grande zoologie. Mais maintenant, j'aimerais juste vous rappeler ce qu'on vient de voir l'heure précédente, qui sont les outils, les ingrédients qui vont nous permettre de décrire le mouvement des planètes. La première chose, c'est qu'on a vu que lorsqu'on a un mouvement central, quel que soit ce mouvement central, eh bien, le moment cinétique est une constante du mouvement. On a vu que le mouvement se fait dans un plan. On a vu que on a décrit la constante des airs, qui est aussi une constante du mouvement, et qui n'est pas indépendante du moment cinétique, puisque on n'a que le moment cinétique divisé par la masse, c'est r carré fois θ point, qu'on a appelé C la constante des airs, et qui est égale à 2 fois la vitesse aérolaire. Et on a ensuite vu que l'accélération radiale, elle peut s'écrire de cette manière. Et finalement, on va aussi utiliser la formule de Binet qui relie l'accélération radiale à la constante des airs et puis à la position R en fonction de θ. Alors, j'aimerais juste vous parler un petit peu de la démarche historique qui a été utilisée. Ce qui s'est passé, c'est d'abord un astronome qui s'appelait Tycho Brahe qui a fait des observations de la position des planètes. Et puis, ce qui est incroyable, c'est qu'il faut savoir qu'à l'époque où Tycho Brahe, c'était un astronome danois qui a travaillé, je pense, il travaillait en Tchécoslovaquie, à Prague, mais il a fait ses observations à l'œil nu. Il n'y avait pas de télescope qui existait à l'époque. Et donc, le soir, il était au bord de sa fenêtre, alors il avait développé un ou deux outils, mais il regardait simplement les étoiles et il notait leur position par rapport à sa fenêtre, ce qui est quand même tout à fait incroyable. Et donc Tycho Brahe, il a consigné ses positions, et puis une année avant son décès, il a été rejoint par un autre astronome qui s'appelait Kepler, qui a, lui, interprété les données pendant des années. Et si je ne me trompe pas, Kepler a travaillé avec Tycho Brahe entre 1600 et 1601, et malheureusement, Tycho Brahe est mort en 1601, et Kepler a continué à interpréter ses travaux, et c'est en 1609 et en 1619 qu'il a publié ces fameuses lois qui étaient vraiment basées sur l'observation. Il faut savoir aussi qu'entre-temps, c'est vers 1609-1610 que le télescope a été inventé. Il n'a pas été inventé par Galilée, il a été inventé par un Hollandais qui s'appelait Hans Lippershey, juste avant Galilée, mais Galilée il l'a utilisé. Et donc, sur la base de ces observations, sur la base de ces lois, c'est Newton en 1687, donc à peu près 60 ans plus tard, qui a émis la théorie de la gravitation, où il s'est dit la force, sur la base des observations de Kepler, eh bien, j'en déduis que la force qui détermine l'interaction entre le Soleil et les planètes, elle doit aller en 1 sur R carré. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui a quand même pris un certain temps. Et nous, on va faire exactement le contraire ici. Donc les observations, elles ont montré on a déduit à partir des observations et du fait qu'on mesurait une trajectoire elliptique des planètes que la force de gravitation devait être en 1 sur R carré. Nous, on va faire exactement le contraire. On va se dire, on fait l'hypothèse que la force qu'il y a entre les planètes, elle est en 1 sur R carré. Et puis, à partir de ça, on va calculer leur trajectoire et on va montrer que c'est, pour le cas des planètes, des ellipses.
Et ces ellipses, je vous donne l'équation ici, elles auront une forme qui est un petit peu bizarre. C'est certainement une forme d'écriture d'une ellipse que vous ne connaissez pas encore. Elles seront telles que l'inverse du rayon vecteur en fonction de θ, multiplié par cette grandeur qu'on appelle P, il est relié à l'angle θ par cette relation. Donc on peut l'écrire 1 plus une grandeur E, l'excentricité, fois le cosinus de θ. Et donc on va montrer ceci, on va s'attacher à montrer ça, et finalement on vérifiera que les lois de Kepler sont satisfaites. Vous voyez que là, pour l'instant, je vous ai parlé de ce que c'est qu'une ellipse. Je pense que ça vaut la peine de passer un petit peu de moment là-dessus et de faire un petit peu de géométrie, je suis désolé, pour arriver à comprendre comment ça se fait qu'on peut écrire une ellipse sous cette forme. Alors, il y a plusieurs manières d'écrire des ellipses, et puis on va commencer par une manière que vous connaissez certainement. Les ellipses, c'est donc une catégorie particulière de courbes qu'on appelle, qui fait partie d'une catégorie qu'on appelle les coniques. Mais une ellipse, c'est une courbe qui est décrite par, on prend deux points que j'appelle les foyers, je les appelle C1 et C2, et je vais chercher le lieu géométrique de tous les points, de tous les points P, tels que la somme des distances aux deux foyers, c'est une constante. Et donc vous voyez qu'une manière de construire une ellipse avec un fil, un crayon et deux épingles, c'est de planter vos deux épingles, de prendre un fil qui est évidemment plus long que la distance qu'il y a entre les deux épingles, et puis de tracer au crayon en tirant le fil, en regardant jusqu'où le fil peut aller, vous arriverez à tracer une ellipse. Et donc pour n'importe quel point, ici, si je prends ce point-là et ce point-là, je sais que la somme de cette distance et de cette distance, elle va toujours être égale à une certaine grandeur, et cette grandeur, c'est ce qui définit le demi-axe. Bon, ça c'est une propriété rigolote des ellipses, ce n'est pas celle qui nous intéresse ici. Ce qui nous intéresse, c'est d'écrire l'équation de cette ellipse. Ce que vous avez certainement déjà vu, c'est qu'on peut écrire en coordonnées cartésiennes, donc x et y, une ellipse sous la forme x carré sur a carré plus y carré sur b carré est égal à 1. Et vous voyez qu'un cas particulier d'ellipse, c'est celui où A est égal à B, qui nous donne un cercle. Vous vous rappelez qu'un cercle, c'est x carré plus y carré est égal à r carré. Et donc, si A est égal à B, je retrouve bien cette équation. Et donc, vous voyez que dans cette formule, si je prends le cas où y est égal à 0, j'aurai x carré sur a carré est égal à 1, et donc x est égal à plus ou moins a, ça me décrit ce point-là. Et donc la distance que j'ai entre ce point-là et ce point-là, c'est la grandeur a. Même chose si x est égal à 0, les deux valeurs de y qui sont sur l'ellipse, elles seront telles que y carré est égal à b carré, donc y est égal à plus ou moins b, c'est pour ça que j'ai un point ici et ici, qui sont sur l'ellipse et qui sont à une distance b du centre de l'origine de mon système de coordonnées. D'accord ? Et on définit encore une autre grandeur qui est la distance au foyer, qui est simplement que cette distance, elle est égale à a carré moins b carré. C'est ce qu'on appelle la distance au foyer. Ça, c'est l'écriture de l'ellipse en coordonnées cartésiennes. Maintenant, je peux aussi écrire cette ellipse sous forme paramétrique, où ce que je vais faire, c'est utiliser un paramètre, qui sera par exemple l'angle que le rayon vecteur OP fait avec l'horizontale. Cet angle, je l'appelle alpha, et maintenant, en fonction de alpha, je vais écrire les coordonnées x et y de mon point P. Et vous voyez que
si j'écris x est égal à a fois cosinus alpha et puis y est égal à b fois sinus alpha et que je fais varier le alpha entre 0 et 2π, eh bien je vais parcourir cette ellipse. Si vous voulez vous en convaincre, vous pouvez soit alors regarder ce qui se passe pour alpha est égal à 0. Vous voyez que si vous voyez que si alpha est égal à 0, vous avez bien que y vaut 0 et puis que x vaut a. Donc vous êtes bien à ce point-là. Si vous avez alpha est égal à pi sur 2, vous aurez bien que x est égal à a fois le sinus de 90 degrés, c'est 0, et puis y sera égal à b fois le sinus de 90 degrés, c'est 1, donc vous serez bien à ce point-là. Mais vous pouvez vous dire, ouais d'accord, il ne suffit pas de montrer ça, je veux le montrer plus en détail. Et ce qu'on peut faire, c'est un petit exercice, c'est se dire, voilà, si je prends x est égal à a fois cosinus alpha, j'en déduis que x carré, je peux l'écrire comme a carré fois cos carré alpha. Je peux écrire aussi que y carré est égal à b carré fois sinus carré alpha. Et vous voyez maintenant que si je divise x carré par a carré et que je fais plus y carré sur b carré, ça revient à faire... Vous voyez que le x carré sur a carré, c'est cos carré alpha. Le y carré sur b carré, c'est sinus carré alpha. Et cos carré alpha plus sinus carré alpha, c'est égal à 1. Et donc on a bien retrouvé l'équation de l'ellipse telle qu'elle était là au-dessus. Donc là, on a trouvé une deuxième manière de construire une ellipse. Mais celle qui nous intéresse, c'est celle que je vais décrire là maintenant. Donc si vous voulez garder voilà, je vais construire maintenant l'ellipse d'une manière un petit peu différente. Ce que je vais faire, c'est que je vais définir ce qu'on appelle un foyer, que je vais appeler O. Donc je vais prendre un certain point O, et puis je vais prendre une droite. Donc je prends un point O. Je l'appelle foyer de mon ellipse. Et puis je vais prendre une droite que j'appelle... Comment est-ce que je l'appelle ? Je vais prendre une droite que je vais appeler directrice. Donc cette droite, je l'appelle D. Et puis cette droite, elle a une certaine distance du point O. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est, dans ma description, je vais trouver des points. Vous voyez que maintenant, l'origine de mon système de coordonnées, je l'ai placé non pas au milieu de ce qui sera ensuite l'ellipse, mais je l'ai placé au foyer, donc c'est un petit peu différent. Mais vous voyez que maintenant, je vais décrire l'ellipse, non pas avec ses coordonnées cartésiennes, mais par ses coordonnées polaires. Donc ces coordonnées polaires, ce sera R et l'angle θ. Et ce que je fais, c'est que je cherche le lieu géométrique des points qui sont tels que le rapport entre cette distance, donc la distance qui est entre le foyer et le point P, que j'appelle aussi R, divisé par la distance qu'il y a entre le point P de mon ellipse et la directrice, est égale à une certaine grandeur que j'appelle l'excentricité. Et l'excentricité, pour l'instant, je vais me limiter au cas où elle est comprise entre 0 et 1. Et vous voyez que si je fais ce rapport, eh bien, le vecteur OP, je vais simplement l'appeler R. Et maintenant, le vecteur PQ, vous voyez que ce sera cette distance, D, moins la projection du vecteur R sur l'axe horizontal. Et donc, la distance PQ, ce sera D moins R cos θ. En retransformant tout ça, je peux écrire
que, vous voyez que si je prends ceci, je passe le d moins r cos θ de l'autre côté, et je le passe au-dessus et je repasse le R à droite pour le mettre en évidence. Et donc j'ai que R qui multiplie 1 plus E fois cosinus θ est égal à ED. Si maintenant j'appelle cette grandeur P, eh bien vous voyez que je peux écrire ce que je viens de définir comme P sur R est égal à 1 plus E cosinus θ. Alors je laisse le suspense entier et on se voit la semaine prochaine.